À Bamenda, tous les Bonsoir à tous. Le professeur Patrice Nganan, l'écrivain de 47 ans, interpellé le 6 décembre 2017 et écroué à la prison centrale de Yaoundé, attendra le 17 janvier 2018 pour être fixé sur son sort. Mais en attendant que le tribunal correctionnel statue sur son cas, la logique du partisanisme semble opposer littéralement et viscéralement deux camps sur la toile. Les adjudants et les opposants de l'auteur de l'œuvre à succès, Tant de chiens, plusieurs fois primés. Notre invité ce soir nous dira ce qu'il pense de l'interpellation et l'incarcération du professeur de littérature dans l'État de New York. C'était aux États-Unis d'Amérique, au-delà des chocs des arguments qui fusent. Le scandale à l'ENAM qui fait les choux gras de la presse, la riposte de l'armée du Cameroun face au mouvement sécessionniste, l'élection au sein du Congrès national africain et la question du leadership au sein du mouvement pour la nouvelle indépendance et la démocratie font partie de quelques sujets qui seront abordés ce soir dans le cadre de votre émission Un fauteuil pour vous sur les antennes de la télévision du monde avec notre invité qui est un cadre d'entreprise. Il est le président du mouvement pour la nouvelle indépendance et la démocratie, Bambok Dieudonné Yebga. Merci d'avoir accepté l'invitation d'LTM Télévision ce mardi. Oui, merci pour cette invitation. Je voudrais quand même rappeler que c'est le mouvement africain pour la nouvelle indépendance, et la démocratie. Bon, c'est un plaisir d'être sur ce plateau. Ça fait quand même un bon bout. Je ne suis pas passé par vos studios. Très bien. Bambok, y a-t-il des questions sur lesquelles vous souhaitez ne pas être abordé? Je vais réfléchir à la fin de l'émission. Très bien. J'aimerais qu'on commence par la question d'actualité ou les questions d'actualité. On aborde d'ailleurs de prime abord le cas de Patrice Nganan. Aujourd'hui, vous le savez, il est interpellé, il est incarcéré à la prison de Yaoundé. Il est accusé d'apologie de crimes, de menaces, accords constitués entre autres après requalification des infractions par le tribunal correctionnel. Que vous inspire l'interpellation de cet écrivain? En réalité, j'ai été choqué quand, à travers les réseaux sociaux, j'ai été au courant de cette arrestation. J'ai noté 2 ou 3 choses. Patrice Nganan, partout où il est, il le fait savoir. Quand il est au Canada, il dit qu'il est au Canada. Quand il est aux États-Unis, il dit qu'il est aux États-Unis. Quand il est en Allemagne, il le dit. Quand il arrive même au Cameroun, il est en Komkana, il annonce qu'il est en Komkana. Alors, s'il faisait tellement peur, on ne devrait pas l'arrêter au départ du Cameroun. On devrait l'accueillir en venant. Quand on l'arrête, quand il a déjà fait tout le tour du Cameroun, et au moment d'aller trouver sa famille à Harare, c'est en ce moment qu'on l'interpelle. Donc je me dis, c'est une manœuvre de ceux qui sont proches du chef de l'État pour montrer que sa sécurité, il s'en occupe. Donc, pour moi, l'analyse que je fais n'est autre que cela. Et au sujet du post de cet auteur sur la toile, qui a d'ailleurs mis le feu aux poudres, vous pensez qu'il ne devait pas être interpellé lorsqu'il a menacé comme ça, avec des propos que certains ont qualifiés d'ailleurs d'orduriers, de porter atteinte à la vie du président de la République? Vous estimez que son interpellation ne se justifie pas? Si ce n'est que par rapport à ce poste-là, moi je dis que... on dérange des gens pour rien. Donc, suppose il y en a qui ont dit pire que cela. Et ils sont là, ils ont demandé qu'on pouvait tuer
les anglophones, ils sont là, et ils l'ont dit, pas un seul, une trentaine d'anglophones qu'on pouvait les tuer, ils sont là, on ne les a même pas inquiétés. Pour ce qui est du chef de l'État, et quand on est chef, on assume tout. Et c'est même lui, le chef de l'État, qui a dit en 1983 qu'on n'a plus besoin de se cacher pour rendre public ses opinions. Donc, Patrice Ngana, il est libre de dire ce qu'il pense, et ce qu'il pense, c'est pas des flèches, c'est pas des cartouches, c'est pas des missiles. Il dit ce qu'il pense, et puis ça ne tue pas de mouche. Bambok Dieudonné Yebga, quelle est la limite entre la liberté et le libertinage? C'est un jeu de mots. Et dire que si je suis en face du président, je vais lui tirer dessus, ça veut tout simplement montrer que c'est trop. On est débordé. C'est exprimer ce qu'on ressent. Et quand il le dit, c'est pour amener au président de la République qu'il y a un problème. Quand quelqu'un dit que mais je vais te tuer. Il aurait pu utiliser d'autres expressions. Oui, nous sommes quand même dans un état de droit. Si je vous dis à vous, Bambok Dieudonné Yebga, que je vais vous mettre une balle dans la tête, vous allez réagir comment? Mais que c'est une expression. Ça veut dire que j'ai fait quelque chose de très grave, tout simplement. Je vais vous mettre une balle dans la tête. Ça veut dire que j'ai fait quelque chose d'extrêmement grave. Vous l'appréciez de cette façon, certainement, parce que je n'ai pas une arme en ce moment. Non, mais attention, déjà, mourir n'est pas mauvais. Et mourir n'est pas mauvais. Si vous pouvez le faire pour quelqu'un, c'est peut-être... ça veut dire que vous aimez très bien cette personne-là. Mourir n'est pas mauvais. Très bien. N'avez-vous pas le sentiment, finalement, qu'au-delà, justement, de cette actualité-là, et évidemment, de quelques notes épistolaires de nombreux écrivains qui s'affrontent sur des questions d'éthique, de déontologie, etc., au Cameroun, vous n'avez pas le sentiment qu'on use beaucoup de la liberté? Alors, c'est vrai que quand on a vécu avant 82, et quand on a été un acteur politique avant 82, on s'est dit que, bon, il y a certaines choses qu'on ne pouvait pas dire à cette époque-là. Bon, maintenant, quand on a ouvert, tout le monde peut dire tout ce qu'il ressent, et on peut aller plus loin. Ça, c'est vrai. Mais quand on le dit pour des faits qui s'avèrent graves, qui s'avèrent énervants, on peut comprendre. Pour le cas de Patrice Ngana, concernant le président de la République, moi je pense que le message qu'il voulait passer, c'est que si le président... Là, vous êtes en train de lire dans une boule de cristal. Hein? J'imagine, parce qu'il est inoffensif, c'est pas quelqu'un qui peut tuer. Donc ça, je sens que... Il voulait dire au président que 34 ans, c'est trop. Si vous aimez le... Vous savez que l'écriture a porté très souvent la plupart des grandes révolutions. Hein? Oui, mais pas au Cameroun, hein, parce que les Camerounais ne lisent pas déjà. Et les Camerounais, si vous parcourez les kiosques de journaux, vous allez trouver les gens à Massila en train de lire les grands titres. Et qui suivent la radio pour les grands titres, mais le contenu, personne ne lit, la majorité ne lit pas les journaux. Donc, si les écritures peuvent apporter une révolution, ce n'est pas au Cameroun. Très bien. Vous aviez tout à l'heure indiqué que finalement, entre liberté et libertinage, c'est un jeu de mots, j'ai du mal à suivre. Bon, je dis c'est un jeu de mots, ça dépend de ce qu'on veut ressortir quand on est dans tel ou tel contexte. Moi, je dis la liberté, c'est la liberté. Ne pas être libre de ce qu'on pense, c'est aussi une chose. Mais il est vrai qu'il faut assumer ce qu'on dit. À quel moment, selon vous, la liberté devrait s'arrêter? La liberté, en fait, devrait s'arrêter si on est dans un état de droit, si tout le monde respecte le droit. À ce moment-là, la liberté devrait avoir des limites. Mais si on est dans un pays où on ne respecte rien, on a envie de dire que, bon, si c'est le champ de patates, bon, chacun tire les ficelles de son côté. Sur quoi fondez-vous un tel argumentaire? Alors, un tel argumentaire, c'est que nous sommes dans un pays où certaines personnes pensent qu'ils sont autorisés à tout faire et qu'elles sont autorisées à tout faire. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour dire que mais non, il faut quand même arrêter?
si vous vivez au Cameroun comme moi, vous devez ressentir que la loi n'est pas aussi respectée que ça. Or, quand la loi n'est pas respectée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut crier, il faut monter sur les toits et crier à tue-tête pour qu'on puisse comprendre au moins. Alors si il faudrait mettre la limite quelque part, mais il faut qu'on respecte la loi. Dès qu'on va commencer à respecter la loi, même ce que nous disons, ce que nous écrivons, on aura aussi une obligation de respecter les limites. J'aimerais qu'on sorte de ce sujet sur le cas Patrice Nganan. Qu'est-ce que vous pourriez demander s'il vous était demandé de plaider pour cet auteur-là? Non, on est en train de le maltraiter. On voudrait juste lui dire que l'État est plus fort. C'est un message qu'on passe, mais on va le laisser bientôt. On va l'entraîner là, peut-être 2, 3 renvois, après on va le libérer, c'est tout. Il n'y a rien à craindre par rapport à son arrestation. J'aimerais qu'on aborde un deuxième sujet d'actualité. On en a 4 ce soir. Le second sujet d'actualité, c'est la grande affaire aujourd'hui qui enflamme l'ENAM, l'École normale d'administration et de magistrature. La publication des résultats est connue depuis le 11 décembre dernier. Et dans cette publication de ces près de 200 candidats admis à ce concours au sein de cette institution auguste, il y a un nom qui a été évoqué par la presse, le cas de Milsen Claude Ndomo, qui, selon des informations sur la toile, est décédé depuis le mois d'octobre dernier. Comment comprendre qu'un nom d'une personne finalement décédée figure dans la liste finale des admis à un concours comme celui de l'ENAM? J'ai suivi la conférence de presse du porte-parole du gouvernement. Hier, je m'attendais à ce qu'il nous dise que c'est son jumeau qui est décédé, parce que lui, il a souvent la réponse à tout. Bon, en fait, ce que je constate quand on regarde ça, ça veut dire qu'au niveau de cette école-là, et peut-être bien d'autres, il doit avoir un vivier régional. Quand il y a un concours, dès qu'il y a eu des dossiers sélectionnés, il doit y avoir un vivier. Au moment de classer les admis, on n'a pas besoin de regarder les notes, on rentre dans le vivier, on prend les noms, on colle. Et moi, je pense que c'est ce qui a été fait. Et c'est aussi surprenant, bien avant ces résultats-là, il y a eu la publication des admissibilités proclamées par le directeur de l'ENAM, et remis en cause par le ministre de la fonction publique. Et selon les textes, selon la loi, j'ai dit tout à l'heure que nous sommes dans un pays où on ne respecte pas la loi. Selon la loi, le directeur de l'ENAM qu'est-ce qu'on dit, prend les résultats, les transmet au ministre de la fonction publique qui proclame les résultats. Alors c'est pour cette raison que lui, ayant proclamé les résultats, le ministre de la fonction publique a dit non, c'est à lui de le faire. On lui a donné raison, il l'a fait. Et cette fois, pour les admis, le directeur général de l'ENAM a fait son travail, le ministre de la fonction publique a proclamé. Donc, pour dire que est-ce un piège que le directeur de l'ENAM a posé au ministre de la fonction publique, parce que lui, il est là comme un vagameste, quelqu'un qui distribue le courrier, il ne contrôle rien, il signe seulement. Moi, je pense donc que, comme il y a eu un précédent, pour montrer que c'est le directeur de l'ENAM qui doit proclamer les résultats, que le ministre n'a rien à faire là-dedans, sauf qu'à ajouter les noms de ci ou de ça, il a donc mis ce piège-là pour que le ministre signe et qu'on dise que, mais voilà, lui signe sans contrôle. Voilà une analyse que j'ai fait comme ça à haute voix. Que pensez-vous de quelques-uns des candidats qui souhaitent que l'on réexamine les procès-verbaux? Bon, une fois, on avait demandé à Samuel Eto'o qu'est-ce qu'il pensait de la vidéo pour les matchs. Alors Samuel Eto'o a dit, lui pense que ce ne serait pas bien d'introduire la vidéo parce que ça enlève un certain goût pendant le match. Moi, je pense que si on veut commencer à
introduire la vérification des procès-verbaux et cela fera jurisprudence. On va continuer comme cela et ce ne sera pas bien. Les résultats sont là. Ce qu'il faut mettre en place, c'est un système fiable et efficace et pour les examens et concours. Vous, justement, j'en appelle finalement à l'expert, à un système informatique que vous êtes. Est-ce que l'on peut avoir un système sécurisé pour éviter, par exemple, ce type de lapsus aujourd'hui que certains qualifient de grave et qui ébranle pratiquement la notoriété d'une auguste institution, comme c'est le cas avec l'ENAM? Vous savez, l'informatique, ce n'est pas de la magie. C'est les hommes qui mettent des programmes et c'est les hommes qui manipulent ces programmes. On peut bien mettre un système informatique en place pour gérer tout ça, mais quelles sont les données qu'on va introduire? C'est là le problème. Si on fausse au début, à la sortie, les résultats seront aussi faussés. Donc, c'est un problème de système. Si on a un bon système, même manuellement, tout sera bien. Si on a un mauvais système, même si on essaie d'automatiser, d'informatiser, il y aura toujours ceux qui vont penser qu'on peut passer par ici ou par là pour essayer d'influencer ci ou ça. Donc c'est un problème de système. Nous sommes dans un mauvais système qu'il faut revoir intégralement. Je voudrais qu'on parle à présent de la crise dite anglophone, avec le déploiement de, dit-on, l'artillerie lourde. La presse évoquait la présence d'un convoi de chars qui se dirigeait du côté de Manfé pour tenter donc de repousser ces mouvements sécessionnistes que le chef de l'État lui-même a qualifiés de mouvements terroristes. Nous sommes pratiquement à quelques jours, on va le dire, hein, de la clôture de cette année 2017 et l'année 2018 s'annonce une année visiblement électorale au regard de l'enveloppe budgétaire qui a été votée à l'Assemblée nationale du Cameroun. La question que je voudrais vous poser, vous avez le sentiment de votre regard d'observateur avisé que l'on peut mater ce mouvement terroriste en quelques mois? Vous savez, s'il n'y a pas de guerre, l'économie mondiale va chuter. Partout où il y a quelques petits rebelles, ils auront toujours un soutien étranger, un soutien quelconque, pour qu'il y ait guerre. Donc moi je pense que si M. Biya et son gouvernement avaient écouté, ne serait-ce que notre modeste voix, c'était le 26 novembre 2016, où nous avions fait une déclaration, juste quelques jours après le début de cette affaire, nous avions dit il faut le dialogue. Mettons-nous autour d'une table pour qu'on en discute. N'allez pas faire la répression, ça ne servira à rien. Mais ils ont compris que si cette affaire continue, on va arriver au moment où on sera obligé de sortir des chars. Et quand il y a guerre, il y a des entrées financières et ça fait développer l'économie. Donc, tous les pays du monde, tous les pays développés, n'attendent que cela pour... Regardez les États-Unis, s'il n'y a plus de guerre, les États-Unis vont chuter. S'il n'y a plus de guerre, la France va chuter, et la Russie va chuter. C'est la guerre là, eux, ils aiment ça. Donc, comme notre pays, donc... que voulez-vous dire dans cette démarche-là? Vous y voyez dans cette démarche, des forces exogènes derrière ce qui se passe dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? Dans cette démarche, j'ai dit, on ne peut pas sortir les chars pour les anglophones que j'ai vus défiler avec les armes de paix. C'est pas à eux, c'est pas sur eux qu'on va tirer, qu'on va déployer des chars. Donc, cette affaire, donc derrière ça, il doit avoir une autre puissance et qui soutient une certaine... Vous savez que l'adversaire du régime en place, c'est finalement ce mouvement qu'on a qualifié de sécessionniste, qui a proclamé cet état virtuel que l'on appelle aujourd'hui Ambazonia. Donc c'est une cible très précise, hein. Ce n'est pas l'ensemble des compatriotes de la région du nord-ouest et du sud-ouest, ça au moins vous le savez. C'est une cible bien précise, malheureusement, au début de cette histoire, cette cible bien précise, et si on pouvait... estimer la population n'atteint pas 10%. Mais aujourd'hui, si vous parcourez
toute la zone anglophone, vous allez voir plus cette affaire dure, plus les gens se rallient derrière ce groupe-là. Plus ça dure, plus, comme on dit souvent, quand on mange du fromage, plus ça sent, plus c'est bon. Donc moi je pense que plus ça dure, plus ils pensent que c'est leur affaire à eux. Et pourtant, le problème anglophone, il est connu. Et les anglophones ont deux problèmes. Il y a un problème général qui est la malgouvernance de notre pays, qui concerne tous les Camerounais. Et il y a un second problème qui est l'escroquerie politique, que nous connaissons tous, l'escroquerie politique. Et les anglophones pensent donc que pour cette escroquerie politique, il faut quand même qu'on reconnaisse qu'il y a eu un mariage, il y a eu des engagements, mais aujourd'hui qui sont plus respectés. Au moins ça, s'il n'y avait pas de malgouvernance, je pense qu'ils pouvaient quand même dire que bon, au moins nous vivons bien, on peut laisser passer, mais non seulement ils ne vivent pas bien, c'est qu'ils devraient avoir et non pas. Alors là, mais vous comprenez que quand un peuple est comme la zone anglophone, ils sont minoritaires, et vous voyez que quand vous êtes minoritaire, vous êtes marginalisé, vous vous organisez. Et quand vous vous organisez, vous trouvez des solutions et puis vous vous rebellez. Quand vous vous rebellez, mais là, c'est fini. C'est la guerre, comme nous sommes en train de voir. Dieudonné Yebga, est-ce que le déploiement des forces de maintien de l'ordre et les forces de défense dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest aujourd'hui peuvent encourager une radicalisation ou étouffer les velléités des agents déstabilisatrices? Moi, je pense que ce déploiement des forces de défense dans cette zone-là risque de compliquer la situation. Moi, je pense. Il serait normal et simple que le président de la République appelle tous les Camerounais, qu'on s'assied autour d'une table pour résoudre nos vrais problèmes. Ce n'est pas avec les armes qu'on va résoudre ces problèmes. Si M. Biya décide, comme il aime souvent... C'est une solution sans doute pour déjà sécuriser ces régions qui sont la cible de ces mouvements-là. Je dis encore une fois que si aujourd'hui Monsieur le Président de la République décide que les Camerounais se retrouvent autour d'une table pour parler des problèmes du Cameroun, il n'y aura plus cette guerre-là. Parce que moi, au début de cette affaire, vous ne pouvez pas dire que vous êtes sécessionniste et vous demandez que Biya doit partir. Si vous êtes sécessionniste, mais vous ne le regardez plus, c'est notre président, c'est un président de notre pays, vous regardez votre pays. Or, ces sécessionnistes-là, entre guillemets, disaient qu'il faut que Biya parte. Ça veut dire que le problème, ce n'est pas la sécession, le problème c'est M. Biya. Donc nous disons donc que si M. Biya dit quel est le problème, asseyons-nous autour d'une table, résolvons nos problèmes, ce problème va finir. Maintenant, comme il veut se maintenir là où il est... Est-ce qu'une telle demande, à votre avis, d'être raisonnée, avait une place pour un président démocratiquement élu, depuis au moins 1992? Alors quand vous dites qu'un président démocratiquement élu... Nous ne le disons pas, nous faisons des constats. Nous ne devons pas faire des constats. Vous n'êtes pas allé au vote? Vous n'avez pas assisté à la promulgation des résultats par la Cour suprême? Oui, je vous rappelle que j'ai été en 2011 membre de la Commission nationale de recensement de vote. Donc je sais exactement ce qui se passe et à la Cour suprême pendant cette période-là. La loi est mauvaise. Le chef de l'État, parlons de 2011, il y a eu 4 millions de votants, 4 millions. Sur une population d'environ 12 millions d'électeurs potentiels. Et le RDPC a eu la majorité, entre guillemets, et cette majorité-là, si on revient à la majorité des Camerounais à l'âge de voter, représente 10%, globalement. Or, si un président est démocratiquement élu à 10%, comprenez que, mon cher Yves, si c'est ça la démocratie, moi je pense que ce serait mieux qu'on rentre à la dictature. C'est mieux que ce soit sorti de votre bouche qu'il est au moins élu. Vous le reconnaissez, même si c'est avec une proportion, comme vous semblez l'indiquer, infime du corps électoral. Restons sur la crise anglophone, justement. Vous dites que vous avez clamé l'urgence d'un dialogue inclusif, c'est-à-dire? Un dialogue, comme nous l'avions dit, on l'a expliqué.
On ne l'a pas seulement dit, mais on l'a expliqué. Un dialogue, c'est quoi? Le Cameroun, notre cher et beau pays, va très mal. Pourquoi il va mal? Quels sont les problèmes qui minent ce pays, secteur par secteur? Nous, on parle des états généraux de l'éducation, des états généraux de la justice. Nous disons qu'il faut des états généraux de la nation pour tous les problèmes. Il faut les mettre sur la table, analyser problème par problème, trouver des solutions et mettre des remèdes à côté. C'est ça le dialogue. Que pensez-vous de la décentralisation que beaucoup présentent, y compris d'ailleurs les rédacteurs de la Constitution de 1996, comme étant la panacée pour ce qui est des problèmes conjoncturels? Or, la décentralisation telle qu'elle est décrite dans notre Constitution, elle n'est pas bonne. Il faut y repenser. Parce que, juste pour étayer ce que je viens de dire, aujourd'hui, les maires qui sont élus ont à côté d'eux un secrétaire général dans la mairie. Or, le maire n'est pas libre de tout engagement si le secrétaire général qui est nommé ne valide pas. C'est exactement comme cela que la décentralisation a été pensée. Pour les régions, il y aura toujours un secrétaire général de la région qui représente le gouvernement qui, pour tout problème, on devrait avoir sa validation. Donc, telle que la décentralisation est proposée dans notre Constitution, elle n'est pas bonne. Mais nous pensons qu'il faut tout au moins, même si on ne va pas à la fédération, réfléchir quelle décentralisation pour notre pays. Et nous, au Manidem, nous avons proposé même le découpage par rapport à cette décentralisation. Parce que quel type de découpage? Eh bien, nous pensons qu'il faut résoudre deux problèmes par rapport à ça. Nous pensons que nous devons rapprocher nos cultures. Alors, dans cette découpage-là, nous avons pensé que nous devons avoir 4 régions. La première région sera le Grand Nord. L'extrême nord, le nord et la Damawa, avec pour langue le Fufulde. La deuxième région serait le Grand Centre, sans le Nyon Ekele et l'océan. Le Grand Centre aura donc l'Est, le Centre et le Sud. Donc au Sud, on enlève l'océan. Dans le Centre, on enlève le Nyon Ekele. Ça, c'est la deuxième région, avec pour langue le Ewondo. La troisième région serait le littoral, qui aura le sud-ouest, le littoral actuel, l'océan et le Nyon Ekele. Parce que quand on le prend, regardez un chef Sawa, regardez un chef Bakwere, quand il s'habille, ils se ressemblent. Donc on rapproche les cultures. La quatrième région serait le nord-ouest et l'ouest. Et regardez un peu un chef Efon et un chef Bamileke, quand ils sont côte à côte, ils ressemblent à une même famille. Donc on regroupe déjà ça comme cela et on choisit les langues locales. Et nous avons même proposé qu'à l'international, l'anglais serait notre langue à l'international. Mais dans ces régions-là, on va choisir une langue locale. Voilà un peu comment on a pensé notre décentralisation. On en parlera largement. Sur la crise anglophone, on en sort définitivement. Les solutions que vous préconisez? Et la solution que nous préconisons, on a parlé d'un dialogue. Il faut les états généraux de la nation parce qu'on ne peut pas résoudre un problème si on ne connaît pas le mal. Quand on ne connaît pas l'origine du mal, on ne pourra pas résoudre. Donc, il faut s'asseoir. Qu'est-ce qui dérange notre pays? Quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants? Et dès qu'on a fini de définir tout cela, on trouve donc des solutions et on trouve des gens qui vont gérer tout cela. C'est aussi simple que ça, c'est pas compliqué. Mais pour le moment, pour arrêter cette guerre-là, il faut que le président de la République déclare le cessez-le-feu, que l'arrêt s'arrête et qu'il vienne annoncer le début d'un dialogue inclusif qui n'exclut personne. Sortons de ce sujet autour de la crise dite anglophone pour parler à présent de l'élection au niveau de l'ANC. Vous le savez, depuis lundi, et Cyril Ramaphosa est le président de l'ANC. Il remplace ainsi le président Jacob Zuma qui lui est empêtré dans des histoires au niveau de la justice. Sa popularité s'est d'ailleurs
très largement effritée au niveau de l'Afrique du Sud. Cette élection, qu'est-ce que ça vous a inspiré en tant que combattant africain? Alors, quand j'ai suivi l'élection de Cyril Ramaphosa, ça m'a fait chaud au cœur. Pourquoi ça m'a fait chaud au cœur? J'ai pensé à mon parti, le Manidem. J'ai pensé à la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Est-ce que saviez-vous que quand on a élu Thabo Mbeki, Ramaphosa était mis en minorité et il était même, si on peut le dire, mis de côté. Pourquoi? Parce que dans la lutte sud-africaine, c'est celui-là qui incarnait l'aile dure de l'ANC. Et les Blancs ne l'aimaient pas. Par contre, pour Thabo Mbeki, on l'appréciait parce que vous le savez comme moi que Thabo Mbeki est le fils de l'ami de Nelson Mandela. Et Nelson Mandela, de regretter mémoire, c'est un homme que nous respectons tous, mais tout homme a des failles. Il en a eu. Bon, on n'en parlera pas ici et on n'en parlera même plus jamais. Mais ce qui est sûr, c'est que Cyril, j'ai peur que le problème agraire revienne en Afrique du Sud. Et je pense que si il ne se transforme pas comme Zuma, parce que Zuma en tant que militant, c'était un très bon militant, mais en tant que président, il a un peu changé. Donc espérons que Cyril, quand il prendra le pouvoir dans 2 ans, il sera le même. Parlons justement de cette élection cruciale prévue en 2019. Vous pensez que l'ANC aujourd'hui, qui est quand même divisé dans le fond, hein, dans le fonctionnement, dans la structuration de ce parti aujourd'hui, il y a des voix qui s'élèvent. Vous avez le sentiment que ce parti est capable d'aller vers la victoire en 2019 lors des élections générales prévues dans ce pays? Moi, je pense que avec l'arrivée à la tête de l'ANC de Ramaphosa Cyril, les choses peuvent changer en 2 ans. Ils peuvent redonner la confiance aux électeurs de l'ANC. Et comme on ne l'a pas fait la veille de l'élection présidentielle, je pense que les choses pourront changer. Et ça, c'est... Je ne lis pas dans une boule de cristal, mais parce que je connais l'homme, et je l'ai suivi, et je sais ce qu'il peut faire. Et ça, il peut transformer les choses en 2 ans. Dieudonné Yebga, est-ce que c'est une bonne leçon pour la démocratie en Afrique, ce qui s'est passé au sein de l'ANC? Vous savez... Qui est le parti au pouvoir hein, depuis 1994. Vous savez, que ce soit au Zimbabwe, que ce soit en Angola, que ce soit en Afrique du Sud, le centralisme démocratique que le Manidem a dans ses textes, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, il faut respecter les textes, il faut respecter les débats, et quand vous avez été battu pour un débat, vous vous pliez à la majorité. C'est exactement ce qui s'est passé partout. C'est ce que nous appliquons au Manidem. Donc, quand je dis que ça m'a parlé, c'est comme ça que nous devons vivre, c'est comme ça que nous devons fonctionner. Quand vous avez été à la tête, on vous a dégagé, vous descendez, vous laissez la place à quelqu'un d'autre, vous ne vous accrochez pas. C'est ça la vérité. C'est ça le centralisme démocratique que nous appliquons au Manidem. Parlons justement du Manidem, c'est l'axe principal de notre phase d'échange. Vous avez parlé du centralisme au sein de votre formation politique. Oui. Tout à l'heure, c'était à dessein si j'ai parlé du Manidem en occultant l'un des vocables que vous avez souhaité rappeler, le mouvement pour la nouvelle indépendance, le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Parlons justement, M. Dieudonné Yebga, ou Président Dieudonné Yebga, c'est comme vous voulez. Je voudrais qu'on aborde la crise au sein du Manidem. Y a-t-il une guerre de leadership au Manidem? Au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que la crise est derrière nous. Il y a eu une crise et elle est derrière nous. Voilà tout ce que je peux vous dire. Président Yebga, où siégez-vous?
Aux dernières nouvelles, le siège actuel, celui qui est le plus connu du Manidem, on ne vous voit pas beaucoup là-bas. Vous êtes persona non grata là-bas? Ça, c'est... Vous êtes journaliste. Un siège d'un parti est reconnu comment? La loi est claire. Un parti légalisé a déposé son dossier au MINAT, a déclaré où se trouve son siège, doit notifier au MINAT la position de son siège. Allez fouiller au MINAT. Vous allez trouver la position du siège du Manidem. Vous allez voir, il n'y a pas deux, il y a un seul. Il est où? Il est à Bessengue. Vous y êtes? Toujours. À l'entrée de Bessengue, et on a même notifié le MINAT pour lui dire que désormais le siège du Manidem, il n'avait jamais été notifié. Il est à tel endroit et on l'a notifié. Je ne veux pas entrer dans les subtilités du droit. Jusqu'ici, vous siégez où? Mais dans notre siège. Non, bien avant. Bien avant que cette querelle de leadership éclate au sein du Manidem, Dieudonné Yeboué, vous siégez où? Bien, bonne question. Bien avant, nous siégeons au Carrefour Tif, au domicile du camarade Ekane Anissé. Voilà. Oui. Et donc, depuis que le divorce est consommé, vous avez estimé que vous devez avoir un autre siège, c'est cela? Non, ce n'est pas le divorce. Écoutez, c'est le centralisme démocratique, comme je vous ai dit. Vous avez vu l'exemple en Afrique du Sud, en Angola et au Mozambique, partout ailleurs, là-bas, ils appliquent le centralisme démocratique. Nous avons eu un congrès qui a élu un président que Congrès de Mbalmayo, c'est cela? Non, non, non. Le congrès était à Douala. C'était en 2015. D'accord. Qui a élu un président que je suis. Et nous avons déposé les résolutions du congrès au MINAT. Le ministre m'a notifié en reconnaissant la nouvelle direction. Et je vous rappelle que, avant que je ne fasse ce travail, le camarade Ekane était encore au MINAT le président du Manidem. Donc c'est cette notification qui change donc le président du Manidem. Ça c'est deux. Et dans notre parti, nous avons les statuts qui sont connus de tout le monde. Ces statuts ont été déposés au MINAT et on sait que le Manidem, après un congrès, c'est le CNC qui est le comité national de coordination qui gère le parti entre deux congrès. C'est cette direction du parti qui s'est réunie le 29 juillet 2017 en Bankomo et a pris un certain nombre de résolutions, parmi lesquelles la délocalisation du siège. Donc, partir du Carrefour Tif à un autre endroit, mais à Douala. Parce que dans nos textes, le siège est fixé à Douala. On n'a pas dit que le siège est fixé à tel ou tel endroit. Non, le siège est fixé à Douala. On peut l'amener à Douala 5e, à Douala 4e, là où on veut. Donc, parmi ces résolutions, il y a eu la suspension du camarade Ekane de toutes ses fonctions au sein de la direction du parti jusqu'au prochain congrès et d'autres camarades qui ont eu des sanctions jusqu'en janvier 2018. Voilà donc ce qui fait que certains camarades qui disent qu'ils sont des démocrates, maintenant quand la démocratie les frappe, ils se rebellent. Restons sur ces résolutions. C'est assez intéressant d'évoquer ce cas. Vous évoquez les résolutions qui ont été adoptées à la faveur de la tenue de ce comité national de CNC. Coordination. C'est cela. Qui convoque le comité national de coordination? C'est clair. C'est le bureau politique. Anissé Ekane est-il membre du bureau politique? Anissé Ekane était membre du bureau politique, était membre du secrétariat. Que disent les statuts du Manidem au sujet justement de la convocation du comité national de coordination? Alors, je vais vous dire. C'est le bureau politique qui convoque, mais avant, le secrétaire général convoque le bureau politique avec un ordre du jour. Le secrétaire général l'a fait, il a convoqué le bureau politique qui a siégé à Yaoundé et le bureau politique a convoqué le CNC, on a envoyé l'ordre du jour et je vous rappelle que dans cet ordre du jour, le troisième point était le problème Ekane parce que au dernier CNC qui a eu lieu à Bafia, le camarade Ekane qui est parti de Douala pour Bafia a claqué la porte. Il arrive dans la salle du CNC,
Et puis il décide qu'il ne participe pas à cette réunion-là. Il est sorti, il est rentré à Douala. Donc, et ça c'est une insubordination. On l'a donc interpellé parce que dans notre parti, quand vous faites une faute, on vous interpelle et vous justifiez. On a donc mis au troisième point, le problème est cané. Donc c'était le troisième point de l'ordre du jour. Et ça a été communiqué à tout le monde. Il a donc refusé d'aller en Bankomo. Mais nous, on a statué. Donc c'est le bureau politique qui a convoqué le CNC avec un ordre du jour publié 15 jours avant. 15 jours avant, tout le monde était au courant. Et il n'a pas voulu participer. Le CNC a tenu sa réunion. Et je vais vous dire autre chose. Et vous savez, quand on déclare une réunion, l'administration prend la peine d'autoriser et de suivre. Quand je le dis, vous comprenez. Et à la réunion de Bankomo, le commissaire spécial a spécialement envoyé un élément qui est venu me voir et je lui ai donné une place dans la salle qui a pris les notes plus que nous-mêmes. Donc, il y avait un problème de quorum qui était validé, il y a eu des débats. Le quorum était-il à temps? Plus que par le passé. Il y a tout. Je dis bien que si le quorum n'était pas atteint, je pense que le sous-préfet de Bankomo aurait fait son rapport. Mais c'était rentré même à l'ordre du jour par rapport au quorum. Ça a été validé. Donc, notre réunion a été validée, a sorti des résolutions et il fallait donc les rendre publiques. Et c'est pour les rendre publiques, parce que ça aussi c'était l'une des résolutions. On a donc demandé déclarer une manifestation, une conférence de presse à un hôtel de la place qui a été interdit sur la demande de Kananissé. Vous avez les preuves de ce que vous avancez, président Yebga? J'ai des preuves, je vais vous dire. Quand je dépose la déclaration de manifestation, c'est-à-dire la conférence de presse, je laisse ma demande à la sous-préfecture de Douala 1er. Il me donne rendez-vous un vendredi. Et je dis que je ne vais pas vendredi parce que la conférence de presse, c'est mardi. J'irai plutôt lundi dans l'après-midi. Quand je vais à la sous-préfecture lundi dans l'après-midi, je demande au particulier du sous-préfet que je suis venu récupérer l'autorisation de manifestation. Alors, naturellement, il me dit, mais comment vous déposez un dossier à 11 h, vous venez à 14 h le retirer? J'ai dit, comment ça? Il rentre donc dans le bureau du sous-préfet, il revient avec un document. Et moi, je lis le document qui est signé des Canets. Opposition à la conférence de presse organisée par M. Yebga et consorts. Et j'ai lu. Et lui pensait que, parce qu'il n'était pas au parfum de tout ce qui s'est passé avant, il pensait que le document que Kane avait déposé, c'était le même document que je venais réclamer. Et il a sorti devant moi et j'ai lu. Il a été embêté en fait, parce qu'il ne savait pas. Il a été embêté parce que c'est des documents confidentiels. Mais lui a pris ça naïvement et il l'a apporté, j'ai lu. Donc je dis ce qui est. Et si on va vérifier, on va trouver ça à la sous-préfecture. Opposition à la conférence de presse organisée par monsieur, même pas camarade, monsieur Yebga et consorts, signé Kananissé. Président Yebga, comment vous en êtes arrivé là? Vous qui avez été, j'allais peut-être utiliser un mot, on va dire que c'est un doux euphémisme, quasiment adobé par Nissé et Kane lorsque vous avez été porté à la tête de la présidence du Manidem. Vous en êtes arrivé là comment? Et il faut comprendre que j'ai commencé à militer en 89. Je n'ai pas commencé à militer hier. Le Manidem, c'est nous qui avons créé le Manidem. Quand on légalise le Manidem, parce que nous avons été formés en prélude à la création du Manidem par le camarade Abanda de regretter mémoire, il prenait des experts dans tous les domaines pour nous former. Nous avons été formés, le Manidem a été créé, et l'UPC Manidem qui avait facilité la création du Manidem, parce qu'à l'époque, l'UPC Manidem n'avait pas été reconnu par l'administration, et elle a donc dit, bon, il nous faut un parti qui va nous permettre de fonctionner. Quand ce parti est donc légalisé par 3 camarades, Kananissé, Ngonche Sébastien, Ngoué René Stéphane,
On revient avec ce récépissé au comité directeur de l'UPC Manidem et on décide de garder ce récépissé au tiroir. On va l'utiliser le moment venu. C'est là où Madame Abanda, Melchior Damien et moi-même allons voir Ekane au Carrefour Tif à son domicile. Au Carrefour Tif. On lui dit, le parti politique, ce n'est pas le récépissé, c'est le travail sur le terrain. Comme ils ont dit qu'il faut qu'on conserve ce papier, nous allons travailler. Nous allons mobiliser des gens. Et voilà comment on commence donc à travailler. Et comme on s'est réunis pour la première fois à son domicile, on a pris l'habitude de faire nos réunions là. Et c'est devenu comme la permanence du parti, tout naturellement. Donc ça n'a jamais été la permanence du parti. C'est parce qu'on est venu lui dire que nous allons implanter le parti partout. Et si vous vous en souvenez, en 1997, je pense, il y a eu une élection municipale. Nous avions eu 7 listes au municipal. 7. En 2013, on n'a eu qu'une seule liste parce qu'on ne peut plus mobiliser autant de personnes. Mais nous avons travaillé en 1997, on a eu 7 listes. 5 à Douala, une liste à Yabassi, une liste dans le Mungo. Par notre travail. Donc c'est nous qui avons mis ce Manidem-là. Donc il ne faut pas dire que c'est Kane qui vous a adoubé, qui a... Non, c'est nous qui avons créé le Manidem. On a travaillé et tous les camarades savent qu'on a travaillé. C'est pas parce qu'on est en back-office et qu'on laisse chacun faire son travail. La politique peut être vraiment cruelle, hein, monsieur le président. Vous entendre parler de Danissi Ekane de cette façon, on a l'impression que vous êtes presque jamais vu. On en parlera largement. Je voudrais quand même revenir sur quelque chose. Votre mandat s'achève pratiquement cette année. Il est de 3 ans. C'est cela. Le mandat, c'est 3 ans. Très bien. Il faut le congrès qui sera certainement convoqué l'année prochaine. C'est oui, ça en 2018. Très bien. De l'autre côté, on estime que vous n'êtes plus le président du Manidem, que l'on vous a destitué. Et l'autre Manidem, si je puis m'exprimer ainsi, semble s'appuyer également sur la tenue des assises du comité national de coordination qui se tient tous les 3 mois. Je crois que je suis dans le vrai là. Monsieur Yegba, vraiment, oui. C'est quoi ce désordre au Manidem? Alors, c'est lui qui dit que j'ai été destitué. C'est lui qui le dit. Soit il est de mauvaise foi, soit il ne connaît pas nos textes. Tout simplement. Puisque vous l'aviez indiqué tout à l'heure, eux également, dans leur version des faits, indiquent que le bureau directeur a convoqué le comité national de coordination qui a statué sur le cas Dieudonné Yebga et vous avez été démis de vos fonctions. C'est pas ce que vos textes disent? Je vous dis donc, et ça, j'ai une bande sonore. Le camarade Ekane Anissé a organisé une réunion clandestine en début juillet, je vous dis bien en début juillet, et à cette réunion, ils étaient 11. Et parmi les 11, il y a un qui a enregistré toute la réunion, je dis bien toute la réunion, qui m'a remis cette bande sonore. Donc je sais exactement ce qui s'est dit à cette réunion-là. Et je le lui ai dit devant le préfet de Vouri, que j'ai exactement mot par mot ce que vous avez dit. Vous en arrivez pratiquement à l'espionnage au sein de votre parti politique. Non, mais c'est la guerre. Hein, je dis que c'est quelqu'un qui, et quand il pense que c'est son ami, il l'appelle à une réunion clandestine. Et malheureusement, il prend tout parce qu'il voit que ce qu'il est en train de faire est malsain. Et il apporte ça. Et on a cette bande sonore. Je lui ai dit. Et dans nos textes, il a dit qu'il y a une réunion, un comité de cadre. Il n'y a aucune structure dans nos textes qui s'appelle comité de cadre. On a le congrès, on a le CNC, on a le bureau politique, on a le secrétariat et il y a le président. Il n'y a plus rien d'autre. Alors, ils disent qu'il y a un comité de cadre qui s'est réuni. C'est dans quelle instance ça? Il y a le secrétaire général qui convoque le bureau politique. Le bureau politique convoque le CNC et qui se tient. Il n'y a pas d'autres instances. Et je vais vous dire, quand nous sortons de Mbankomo, on organise une conférence de presse. En réalité, il y a eu une fuite. Il y a quelqu'un qui est en Mbankomo qui a
sorti les résolutions. Et le camarade Khan a été au courant. C'est pour cela qu'il est monté le 31 juillet à Yaoundé, déposer un dossier antidaté, mais qu'il parle, qu'il apporte ce dossier, qu'il mette ici. On sait comment les dossiers entrent au MINAT. Il y a le bureau de courrier, il y a la date d'entrée et il y a le numéro de série. Qu'il apporte, il dit qu'il a déposé le 4 juillet, qu'il apporte, s'il y a la date de 4 juillet et le numéro de série correspondant, on verra. Personne n'a jamais vu cette décharge-là. Par contre, nous avons déposé nos résolutions de Bankomo le 31, lundi 31 juillet, au MINAT, avec la date et le numéro de série de dépôt. Qu'il apporte, on va comparer. Et on verra qu'il a traficoté quelque chose là, parce qu'il a vu que les réseaux... C'est un procès d'intention que vous faites à l'endroit de ce dernier. Non, mais je dis encore que... Il dit qu'il a déposé le 4 juillet. Et il dit qu'il a déposé le 4 juillet, le CNC s'est tenu le 29 juillet, pratiquement un mois plus tard. Pourquoi il n'a pas rendu ça public? Qu'il apporte même cette décharge qu'on voit. Et comme au MINAT, tu ne vas pas falsifier ces numéros séquentiels. Je vous dis bien que c'est séquentiel. Dès que vous déposez un dossier au MINAT, ils mettent un cachet, ils mettent la date du jour, et il y a un autre cachet là où il y a le numéro de série. Ça ne se manipule pas. Et on verra. On verra donc, est-ce qu'il a déposé ce dossier qu'il dit que j'ai été destitué le 4 juillet? On va voir. Ça n'existe même pas. Président Dieudonné Yebga, parmi les raisons de sources filtrantes de votre destitution, l'on a évoqué vos rapports incestueux avec l'UPC proche du pouvoir. Vous êtes proche de cette faction de l'UPC-là? Et effectivement, ce qui déclenche notre guerre, si je peux appeler ça guerre, parce que Victor Onana, l'ancien président de l'UPC, m'écrit une lettre. Il me dit, l'UPC va mal, l'UPCisme va mal, est-ce qu'il ne serait pas mieux que nous fassions les états généraux de l'UPCisme? Ça, je suis le président du parti. Mon rôle, c'est de négocier des alliances. Je prends donc cette correspondance. Est-ce que vous n'avez pas eu l'impression ou le sentiment qu'il y a eu une violation de l'idéologie de votre formation politique lorsque vous engagez une telle démarche avec un parti proche du pouvoir alors que vous allez à la conquête de ce pouvoir-là? Je ne sais pas s'il est proche du pouvoir. Laissez-moi développer. Allez-y. Il m'écrit. Ce n'est pas un problème de Dieudonné Yebga, président du Manidem. Je prends cette correspondance. Je présente ça au bureau politique. J'ai dit, voici une correspondance que j'ai eue, qu'en pensez-vous? Le bureau politique analyse, pense que c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas le bureau politique qui statue, c'est le CNC. Or, comme le bureau politique a statué dessus, le CNC qui suivait là, c'était le CNC de Bafia. Et quand Ekan Anissé est arrivé, il a constaté que ce problème allait être débattu, sûrement, parce que le BP qui a convoqué ce CNC avait mis ça à l'ordre du jour. Et sachant qu'il est minoritaire à la base, parce que toute la base réunie est contre ces agissements, tout simplement. Quand il a vu donc dans la salle, le problème allait être débattu et qu'il allait être minoritaire, c'est pour ça qu'il a claqué la porte. Et le CNC a donc dit, camarade président, il faut répondre au président Onana que nous sommes d'accord pour les états généraux de l'UPCisme, pas autre chose. Les états généraux de l'UPCisme, pas une alliance quelconque, mais les états généraux, j'insiste bien, les états généraux de l'UPCisme. Les états généraux, c'est quoi? C'est que tous les partis politiques d'obédience UPCiste devaient se retrouver, faire le point pourquoi l'UPC ne fonctionne plus comme avant. C'est ça les états généraux, et trouver une solution. S'il y a une fusion, s'il n'y a rien à faire, s'il y a des alliances, et c'est après les états généraux. C'était tout le problème. Ce n'est pas une alliance. Est-ce qu'une démarche comme celle a été indiquée? Bien sûr que oui. Rien ne l'interdit. Et moi, j'ai été contacté, j'ai apporté le dossier au sein du bureau politique. Le bureau politique a validé, on a apporté au sein du CNC qui a validé. Alors, quoi de plus? Que doit-on retenir justement des assises de Bankomo? Pour les assises de Bankomo, il y a eu 7 résolutions que je ne les ai pas toutes en tête, mais j'ai les plus importantes.
La première résolution, c'était de nettoyer les membres de la direction qui ne sont pas venus à au moins une seule réunion. C'était la première résolution. La deuxième résolution, c'était, il y a le camarade Ngonda, décédé et démissionnaire avant de son décès, qui était le porte-parole du Manidem. Il fallait le remplacer. On l'a remplacé par le camarade Wanji Dionedor. C'était une des résolutions. La troisième résolution, c'était la délocalisation du siège à Douala. Donc, il fallait changer de quartier. C'était une des résolutions. La quatrième résolution, c'était la suspension de camarade Ekana Nissé jusqu'au prochain. Que lui reprochiez-vous à ce moment? Plusieurs choses. Un, il y a eu un document qui a circulé sur Internet, dans les réseaux sociaux, salissant le parti et l'incriminant. Il a donc été interpellé pour qu'il clarifie ces faits, pour que le CNC qui allait se réunir essaye donc de répondre à cela. Il n'a pas voulu répondre. Un. De deux, il était arrogant quand on tenait des réunions dans son domicile. Il y a des moments où il disait que sortez de chez moi. Ça, on ne l'a pas accepté. C'est pour cette raison qu'on a décidé donc de délocaliser. Et troisième raison, nous avions décidé au CNC de Bafia de sécuriser l'argent de financement public qui nous est versé tous les ans par l'État du Cameroun. Pourquoi sécuriser? Il n'y avait pas un compte du parti? Il y avait justement un compte du projet. Là, je n'étais pas encore président. Et là, c'était au temps du Cameroun. Le parti n'a pas un compte domicilié dans une banque reconnue? Écoutez, il y avait un compte du projet, c'est-à-dire un compte lié aux élections, où on avait viré de l'argent des élections. Et après les élections, c'est ce même compte qu'on a déposé au MINAT. Et l'argent, 2014, 2015, 2016, allait dans ce compte-là. Alors les camarades au CNC ont donc dit, il faut sécuriser parce qu'on ne maîtrise pas la gestion de cet argent. J'ai donc déposé, notre compte étant à Atlantic Bank, le compte du Manidem, j'ai donc déposé la domiciliation bancaire de Atlantic Bank au MINAT et j'ai informé tous les camarades que conformément aux résolutions. Président Dieudonné Yebga, à quel moment vous décidez de prendre une telle décision? Précisément lors des assises de Bankomo. Sauf que vous... Bien avant, j'ai dit bien le CNC de Bafia. J'ai dit bien au CNC de Bafia. Écoutez bien. Le CNC de Bafia me donne donc cette tâche de sécuriser l'argent du parti. Quand je rentre, je vais donc à Atlantic Bank, je prends la domiciliation bancaire que je dépose au MINAT avec transmission. Et je communique aux camarades que par rapport aux résolutions du CNC de Bafia, nous avons déposé le compte du parti au MINAT. Donc, le prochain versement ira dans le compte du parti. Je communique. Une semaine après, le camarade Ekane s'en va au MINAT avec un autre numéro de compte, disant à la personne qui gérait que c'est le président qui l'a envoyé. La personne qui gère donc ce dossier m'appelle que mais je viens de recevoir l'ancien président qui me demande de changer le compte que vous m'avez transmis il y a 2 semaines. Je lui dis, mais vous êtes professionnel. Je vous ai transmis ce compte avec un courrier et une décharge. Si quelqu'un vient avec un papier volant, vous êtes professionnel, vous savez ce que vous devez faire. On a donc mis ça, la personne a donc mis ça de côté et a considéré la transmission officielle. Et on a donc apporté ça, ce problème au CNC. Ça, c'est un autre élément qui était trop grave aussi. Donc, avec tous d'autres faits que je ne peux pas citer là, et réunis, on a donc pensé que c'était trop grave, donc il fallait qu'il soit suspendu de toutes ses activités au sein du Manidem jusqu'au prochain congrès. L'argent étant le nerf de la guerre, finalement, c'est ça qui vous a séparé? C'est pas beaucoup d'argent, c'est rien du tout, c'est 1 300 000, c'est rien du tout par an, c'est pas... Mais, je dis encore, comme j'ai dit aux camarades... 1 300 000 par an, vous dites? Oui, c'est rien du tout. Je leur ai dit que... Qu'avez-vous fait des 2 premiers 1 300 000 francs? Et c'est pas moi qui gérais, justement.
C'est pour ça que les camarades disent que mais il faut rendre vous étiez compte. donc un président. Je n'étais pas encore président, c'est ce que je dis. J'ai été Vous président. êtes au terme de votre... Vous allez achever vos 3 ans de mandature. Écoutez. Vous n'avez géré aucune somme d'argent? L'argent, les 3 millions qu'on a virés pendant 3 ans, n'étaient pas gérés par moi. Et j'ai dit que c'est pour ça que le CNC, qui est la direction du parti, a donc décidé qu'il faut que je sécurise cet argent. Et le dernier versement est donc allé dans le compte du parti et qui est utilisé à bon escient. À bon escient. Ça veut dire que vous pouvez déjà vous acheter un terrain avec 1,3 million. Finalement, avec 1,3 million. Oui. Non, 1,3 million par an. Vous ne pensez pas que c'est possible au Cameroun? Non. Je suis... Lorsque vous dites bon escient, monsieur le Président, bon escient c'est quoi? Puisque vous reprochez... Bon escient, ça veut dire... Vous reprochez aux camarades Anissé... Bon escient, ça veut dire ceci. Pour sortir 1000 francs, il faut que le bureau politique décide de ce qu'on doit faire et du montant qu'on doit décaisser. Et c'est sur cette base qu'on va décaisser de l'argent et faire ce que le bureau politique a demandé de faire. Voilà. Y a-t-il une corrélation entre ce qui se passe au sein du Manidem aujourd'hui et les échéances électorales annoncées? Oui, plus ou moins. La première chose est que il y a certains camarades qui pensent que être élu n'est pas indiqué et d'autres pensent qu'on ne peut pas militer sans être élu. Et comme la majorité des camarades pensent que pour 2018, s'il y aura élection municipale tout au moins, il doit au moins être des conseils municipaux. D'autres camarades disent que ce n'est pas la peine. Oumniové n'a pas été député ni maire, donc ce n'est pas la peine de penser aux élections. Vous voyez donc que c'est un peu grave ça. À ce jour, le Manidem que vous avez comme responsable, puisque vous êtes à la tête de cette formation politique, vous avez combien d'adhérents? Je veux dire combien de membres ou de militants, peut-être c'est l'expression qui est bien indiquée pour en parler. Combien de militants? C'est une question que je ne voudrais pas qu'on pose aux partis politiques. Ah, c'est important. C'est pas important. C'est très important. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est pour comprendre pourquoi... non, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a tellement de batailles au sein du Manidem. Non, je vais vous expliquer pourquoi. Ce qu'il faut poser comme problème aux partis politiques, quel est votre programme politique, quelle est votre vision? Imaginez, on a le temps d'en parler. Si vous donnez une orientation à une question, ça veut dire que cette question vous gêne. Non, je vais vous expliquer. Parce qu'on a toujours présenté le Manidem, pardonnez, hein, on a toujours présenté votre formation politique comme finalement un parti de famille. En dehors de vous et quelques amis, vous pensez que vous avez beaucoup de militants qui viennent d'ailleurs, qui fédèrent à l'idéologie, si jamais il y a une idéologie au sein du Manidem, et on en parlera d'ailleurs largement. Oui, vous arrivez à fédérer des idées en dehors des membres proches de votre famille, etc. Je vais vous dire une chose, de comprendre cette chose-là. Si nous étions dans un pays démocratique, on devrait avoir des candidats indépendants. Un candidat indépendant a combien de militants? Donc on n'est pas dans un pays démocratique. Écoutez. Je voudrais cerner la chute de votre phrase. On n'est pas dans un pays démocratique. Alors, mais le Manidem est parti aux élections de 2011. Comment vous appelez ça? Ce n'est pas antinomique lorsque vous parlez de pays démocratique et non démocratique et vous allez quand même au scrutin. Vous étiez aux élections présidentielles de 2011. Je suis d'accord, mais quelle démocratie? Démocratie apaisée. C'est ça. Démocratie tout de même. Donc au moins vous le reconnaissez qu'on est dans un vrai. J'ai bien dit si on était dans une vraie démocratie. Comment vous définissez une vraie démocratie? Si on avait des candidats indépendants, ça veut dire que les gens peuvent s'exprimer. Le scrutin est uninominal. Moi je ne comprends pas votre théorie. Je vous l'ai dit que comprenez ce que je voudrais vous faire comprendre. Un parti, un candidat indépendant a combien de militants? 0 militants. Donc il ne faut pas apprécier un parti politique par rapport à ses militants. Il faut plutôt apprécier un parti politique par rapport à ses électeurs. Demandez-moi, le Mandem peut avoir combien d'électeurs? Là, on va discuter. Mais combien de militants? Un seul bon militant peut mobiliser 2 millions d'électeurs. Donc, ne vous focalisez pas, vous avez combien de militants? J'avais posé, un journaliste avait posé cette question au vice-président du SDF. Et le vice-président de SDF à l'époque, c'était une chaîne concurrente
qui a dit que le SDF devrait avoir 10 000 militants. Et quand j'ai dit ça à quelqu'un, il dit que mais seulement, je pose la question à quelqu'un, vous pensez que le SDF a combien de militants? Oh, le SDF peut avoir 2 millions de militants. Je dis non, attention, il faut faire attention entre un militant, un sympathisant, un adhérent et un électeur. Il faut faire la différence. Un bon militant peut mobiliser 2 millions d'électeurs. Donc il faut plutôt penser, parler, quelle est l'idéologie, quel est votre message par rapport à la masse. Et vous voyez que le Manidem, qui est proche de la masse, doit avoir beaucoup d'électeurs parce que nous défendons les problèmes de la masse. Très bien. Parlons de l'idéologie de votre formation politique. On a du mal à se situer. Parti de gauche, parti de droite, parti hybride. Vous découlez de l'Union des populations du Cameroun. Vous avez hérité certainement de quelques, entre guillemets, vestiges de l'UPC aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a une véritable idéologie au sein de votre formation politique? Bien. Moi, je suis embêté quand on dit vous êtes de gauche, vous êtes de droite, mais arrêtons d'importer les choses qui ne nous cient pas. L'idéologie, on l'a dit, on le redit, quand on veut faire les états généraux de l'UPCisme, parce que l'UPCisme est une idéologie. L'UPCisme, c'est quoi? C'est celui qui aime son pays, prêt à mourir pour son pays. Ils ne sont pas nombreux. Il n'y a que les Oumniové, les Wandji et autres qui sont morts pour leur pays. En quoi l'UPCisme devient donc différent du patriotisme? L'UPCisme et le patriotisme, et on peut les mettre côte à côte, mais le patriotisme, et on ne l'a pas encore défini, peut-être pas comme une idéologie, mais nous voulons parler de l'UPCisme comme idéologie pour rendre hommage aux pères fondateurs de cette affaire-là, qui sont morts pour ce pays. Et je ne vois pas d'autres idéologies qui peuvent faire comme l'UPCisme, c'est-à-dire les leaders prêts à se sacrifier. Ils aiment leur pays pour ce que leur pays doit devenir, mais ils n'aiment pas leur pays pour ce que leur pays leur a donné, comme ce que nous voyons. Ils disent que nous sommes... Est-ce que cette idéologie ne cache pas une carence? Celui de l'offre politique. Et je pense pas. Il suffit de regarder le contenu. Tous les patriotes vous diront qu'ils aiment leur pays, ils sont prêts justement à donner leur vie pour leur pays. Non, mais la pratique est là. Regardez quelqu'un qui va dire que vraiment, moi j'aime mon pays, je suis un patriote, mais parce que derrière ça, il regarde que à travers son pays, il a eu 5 comptes en banque, il a eu 10 villas, il a eu 40 voitures, il a. Par rapport à ça, il aime son pays parce que son pays l'a fait être quelqu'un. Mais ceux qui ont aimé leur pays, jusqu'à donner l'heure de leur vie, c'est de ceux-là qu'on parle. On ne parle pas de ceux qui disent que j'aime mon pays parce que j'ai 10 villas, j'ai 40 voitures et ainsi de suite. Ce n'est pas ceux-là. Ils n'aiment pas leur pays. Ils aiment ce qu'ils sucent dans leur pays. Donc, c'est un peu la valorisation entre guillemets des icônes. Ce n'est pas seulement la valorisation des icônes. Nous voulons que tous les Camerounais vivent très bien. Que tous les Camerounais vivent très bien. Et il ne faut pas que le système 20-80, c'est-à-dire 20% des Camerounais consomment les 80% de richesses de notre pays. Non, il faut que ce soit l'inverse. Et c'est pour ça que nous nous battons. Le travail que je fais aujourd'hui, sincèrement, je ne le fais pas pour moi. L'UPCisme est vraiment différent du libéralisme communautaire? Le libéralisme communautaire, c'est quoi? Je ne sais pas ce que c'est. Je parle de l'UPCisme, je ne parle pas du libéralisme communautaire. En quoi c'est différent de toutes ces idéologies-là? Dans le fond, vous parlez du bien-être, les autres vous diront sensiblement la même chose. Même si l'approche et la démarche n'est pas la même. Oui, on parle du mieux-être et du bien-être. C'est vrai, tout le monde parle de cela, mais il faut regarder dans des faits. Moi, je vous dis encore, ce que je voulais dire tout à l'heure, que le travail politique que moi je fais, je ne le fais pas pour moi. Je le fais pour mes enfants, mes petits-enfants. Il faut tracer une ligne. Je n'ai pas faim pour dire que je fais de la politique aujourd'hui parce que j'ai besoin de manger un bout de macabo. Non, nous devons travailler pour que les Camerounais comprennent que voici la voie à suivre. Nous n'avons pas faim, nous devons
Et il faudrait que tous les Camerounais aient de quoi manger. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Il y a une minorité qui a tout. Et les gens souffrent. On va vous dire le 31 décembre qu'on va créer 400 000 emplois. C'est les bensikineurs, hein, c'est les colboxeurs. C'est ça les emplois. C'est pas ça. Vous n'avez pas vu ceux qui ont été intégrés à la fonction publique? Vous faites exprès pour ne pas évoquer ces cas-là? Eh bien, si vous voulez qu'on en parle, si vous regardez tous les salariés du Cameroun, le Cameroun a environ 15 millions de Camerounais qui peuvent être salariés. On a moins d'1 million. Et la fonction publique a près de 250 000 salariés. C'est le plus grand employeur. 250 000. Et quand on vous dit là qu'on va créer 300 000 emplois, ils sont où? C'est les bensikineurs là, c'est les colboxeurs, c'est ça les emplois. C'est le travail précaire là qu'on veut pour les Camerounais. Mais nous disons que le l'UPCisme n'a pas besoin de ça. On a besoin d'un travail pour tout le monde, un travail décent pour tout le monde. C'est ça qu'il faut faire. Il faut encourager l'entrepreneuriat pour des jeunes. C'est un peu ça, c'est ça qu'il faut faire. Mais il ne faut pas envoyer les gens en Libye tout le temps parce que les gens veulent... Donc, vous avez le sentiment, c'est peut-être une digression, on reviendra sur le Manidem, que le pouvoir en place n'encourage pas l'entrepreneuriat. C'est des faits, hein. Nous devons parler avec des faits. Vous savez qu'il existe une multitude de programmes qui soutiennent l'entrepreneuriat au Cameroun? Des programmes qui soutiennent. Et dans des faits, qu'est-ce qu'on voit? Et ces personnes perçoent très régulièrement de l'argent pour lancer leurs activités. J'ai dit concrètement, donc, qu'est-ce qu'on voit? Moi, j'ai envie de sortir d'ici, vous me montrer que, bon, voici ce qu'un jeune a fait, voici ça, voici ça. Nous voulons voir. Et quand les jeunes vont voir, mais ils seront convaincus. Mais quand ça reste dans des discours, mais on n'y croit plus. Et ça devient des discours politiciens. C'est tout ça. Restons dans le Manidem, c'était une petite digression. Restons dans le Manidem, on parlait de l'idéologie de votre formation politique. Vous êtes, dites-vous, c'est de l'UPCisme. C'est comme ça que vous qualifiez votre idéologie. Une telle idéologie peut vous propulser, vous le croyez, à la tête d'un État comme le Cameroun? Le jour... Vous pensez que c'est un discours qui est capable de fédérer les énergies? Le jour où les Camerounais la majorité des Camerounais vont comprendre, ce sera l'apogée. Je vais vous prendre un exemple. Comprendre quoi? Cette idéologie. Pour le moment, nous sommes en train de travailler pour que les gens comprennent. Je vais vous prendre un exemple. Prenez... Comprendre quoi? Que vous êtes prêt à mourir pour le Cameroun, c'est ça? Si, je suis prêt à mourir pour le Cameroun. Comme beaucoup de Camerounais. Pas comme beaucoup de Camerounais. Pas comme beaucoup. Il y en a qui vont fuir. Je connais un, je ne vous donnerai pas le nom. S'il me suit, il saura. En 2008, il parlait trop avant. Il aime le Cameroun, prêt à mourir pour le Cameroun. Vous savez que les mouvements de 2008 n'ont pas été organisés, c'était spontané. Et certains hommes politiques voulaient récupérer ce mouvement. On a appelé ce Camerounais-là, on lui a dit, toi, vous aimez entendre, comme on dit souvent, si on te voit dehors, on tire sur toi. Il est parti se cacher. On ne l'a pas vu. Il est parti se cacher. Les mouvements sont finis. Quand il a compris que maintenant tout est calme, il est ressorti. Et pourtant, avant, il disait que je suis prêt à mourir pour le Cameroun. Voilà. Quelle est la différence? Vraiment, c'est ma question. On va peut-être tourner en rond sur cette question-là. Mais quelle est la différence entre l'idéologie de votre formation politique et certaines idéologies que j'ai tantôt évoquées? Quelle est la différence, si vous voulez, entre l'UPCisme, le socialisme, le capitalisme, on sait ce que c'est, le libéralisme? Quelle est la différence fondamentale? Quand on commence à coller des idéologies, c'est-à-dire la façon de faire, à ce qui existe, bon, comme le socialisme, c'est fait comme ci, le marxisme, c'est fait comme ça, le capitalisme, c'est ceci, on se colle dessus sans bien comprendre ce qui ont pensé à cela, voulaient en faire, mais on va droit au mur. Ce qu'il faut faire, quand nous parlons des états généraux du Cameroun, de la nation, c'est pour comprendre notre pays a besoin de quoi?
Dès qu'on analyse ça, on avance. L'upécisme, c'est quoi? Nos pères fondateurs, ceux qui ont fondé notre pays, c'est eux, les Oumniopé, les Wandji, les Moumi et autres. On pensait que un Camerounais ne doit pas être différent d'un autre. Pour cette raison, ce que vous devez faire, vous devez le faire, et bien le faire pour votre pays, pas pour vous-même. Quand vous travaillez dans ce sens-là, et vous travaillez, et tout le monde avance. Et je vais vous dire, si aujourd'hui, on met une restriction sur le nombre de véhicules que chacun doit avoir, sur le nombre de maisons que les gens doivent avoir, sur le montant d'argent qu'on doit avoir dans un compte, il faut justifier tout ça. Parce que quand vous avez tout ça là, pourquoi? Parce que vous voulez être comme l'autre. Mais si on met les restrictions là, on aura beaucoup d'argent et tout le monde... Ces restrictions ne vous paraissent pas nous ramener vers une dictature, vers une forme de communisme? Justement, quand vous parlez de communisme, vous voulez déjà coller ça à quelque chose. Moi, j'ai dit, ne collons rien à quelque chose. J'essaie de comprendre votre démarche idéologique. Soyons pragmatiques. Posons un problème, analysons, trouvons une solution. Alors, si un Camerounais peut s'offrir sans voiture, qu'il ne s'offre pas sans voiture. Il s'offre sans voiture, pourquoi? Parce qu'il en a les moyens. Les moyens là, viennent d'où? Voilà, on se pose cette question-là. Pourquoi il veut s'octroyer? Si le travail de traçabilité a été effectué, n'a-t-il pas ou a-t-il le droit de s'offrir ce qu'il veut? Si, évidemment, ce travail de traçabilité a été établi. Eh bien, si ce travail de traçabilité, si on gagne notre argent honnêtement, on ne serait pas là. Mais parce qu'on sait qu'on le gagne malhonnêtement, qu'on pille nos impôts, et pour s'enrichir soi-même. C'est pour cette raison qu'il faut trouver un remède à cela. C'est ce remède-là, tout simplement. Mais si quelqu'un travaille à la sueur de son front, si tout le monde le fait, on n'allait pas arriver à cela. On n'allait pas arriver à cela. Moi, vous voyez des expatriés asiatiques qui sont dans notre pays, qui sont prisonniers chez eux, mais qui sont encorvés au Cameroun, et ils remplissent les caisses de leur État. Et nous avons nos prisons ici qui sont pleines, les gens meurent même à l'intérieur et ils ne pensent pas à réfléchir différemment. Et pourtant, on peut faire des prisons de production. Ça, c'est des faits. Qu'est-ce qu'on en fait? On les entasse là-bas, ils meurent même, et ils font des choses qu'on ne peut pas parler ici. C'est abominable. Il faut réfléchir. Et pourtant, c'est ça de l'upécisme, c'est-à-dire il faut punir les gens, les mettre en prison, mais les rendre utiles, les rendre productifs. Ça fait évoluer, par exemple. Très bien. Sortons de ce sujet sur le Manidem, le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. J'y suis finalement arrivé pour parler d'une autre thématique. C'est une thématique en rapport avec l'énergie. On va dire un ou deux mots sur cette thématique avant d'aborder le côté cour et le côté jardin. Le délestage, comment vous le vivez? Alors, si vous regardez ma chemise là, il y a des traits, donc je ne l'ai pas repassé, parce qu'il n'y avait pas la lumière chez moi. Donc, et je le vis comme tout le monde. Voilà. Est-ce que c'est normal qu'un pays comme le Cameroun, avec les bassins hydroélectriques dont dispose le pays, qu'on ait ce type de problème? Alors, est-ce que un pays comme le nôtre a une politique énergétique? C'est la question qu'il faut se poser. On vous dira oui, en face. En face, oui, mais quand on a... et on ira même illustrer avec les barrages de Lampanga, Menveleu et autres. À quelle heure? Maintenant, quand on a donné la concession aux Américains, les Américains sont arrivés au Cameroun, au lieu de construire les barrages hydroélectriques, ils se sont contactés à mettre les barrages thermiques à Yassa, à Kribi, qui coûtent moins cher et qui consomment beaucoup. Et pourtant, on a des cours d'eau. Au lieu de travailler dans ce sens, le gouvernement, je ne sais pas pour quelle raison,
ils ont pensé à cela. Moi, je pense que la simple solution proviendrait du gouvernement. Il faudrait une bonne politique énergétique pour notre pays. Et quand on le fait, parce que les études qui ont été faites sûrement, c'est comme si les Camerounais n'allaient plus faire d'enfants, c'est comme si la population n'allait plus augmenter. Et dès qu'on a... Si on regarde, si vous allez à Eneo, vous demandez au directeur en charge de la communication, il vous dira que le nombre de clients à Eneo aujourd'hui avoisine 1 million de clients. On a besoin de l'énergie électrique, mais on a 1 million de clients sur 20 millions d'habitants. Vous pensez que c'est normal? C'est pas normal tout cela. Ça veut dire qu'on a une mauvaise politique énergétique pour permettre même que dans des villages reculés, qu'on ait de la lumière, c'est impossible. Donc c'est un problème politique qu'il faut d'abord résoudre. D'accord. Nous sortons définitivement de ce sujet. Je vais vous permettre de greffer votre voix sur quelques images que va d'ailleurs nous proposer la réalisation, quelques images à commenter. La réalisation nous proposera donc la première image que vous allez commenter rapidement. Ça, c'est le présentateur. Première image. C'est le commandant qui s'en va. Quel souvenir vous en gardez? Lui aujourd'hui qui est malmené entre toutes les formations politiques, récemment démissionnaire du mouvement pour la renaissance de Maurice Kamto. Et il a claqué les portes d'ailleurs de l'UPC. Justement, s'il m'écoute, qu'il va m'excuser, hein, parce qu'on avait rendez-vous hier, mais je suis rentré trop fatigué, parce que je suis rentré dimanche dans la nuit, et on s'est appelé samedi. On devait se rencontrer hier, je n'ai pas pu. Donc, s'il a l'écoute, qu'il m'excuse, on va se rappeler plus tard. Ok. Prochaine image. Alors, quelques difficultés visiblement avec cette articulation. Alors, nous sommes dans l'histoire du UPC. J'étais tout jeune. Ah. C'était en 71. Et j'étais quand même un garçon éveillé. Et quand on nous parlait de l'assassinat de Ernest Wandji. Voilà. Donc, je ne l'ai pas connu, mais c'est tout. Prochaine image. Oui. Alors, quand j'étais au lycée des Zeka en classe de terminale D, j'étais le chef de classe. Et en terminale C, il y avait un jeune homme qui s'appelait Daniel Oumiobe. Alors, moi, on m'avait donc élu comme le président des chefs de classe de terminale, qui avait donc mandat d'aller récupérer les courriers au niveau de l'administration. Et ce jeune homme qui était en terminale C, qui s'appelait Daniel Oumiobe, est venu vers moi et me dit, il y aura souvent certains courriers qui auront tel nom. Si tu vois ce nom-là, ça veut dire que c'est moi. Parce que si on met Daniel Oumiobe, je n'aurai jamais ce courrier. Ce garçon, c'est son père. Très bien. Une prochaine image. Alors, c'est vrai qu'on a parlé de lui au début, Nelson Mandela. Que vous inspire cet homme, ce grand homme d'ailleurs? Nelson Mandela était un grand homme qui avait le souci de son peuple. Il est allé en prison, mais à la fin, il a accepté de négocier pour libérer son peuple. C'est un grand homme. Il ne faut pas être radical jusqu'au bout. À un moment donné, il faut réfléchir. Et il a réfléchi, il a pensé que ça ne servait à rien de rester radical. Il fallait ouvrir pour laisser le peuple noir
aux yeux du monde. Et il a dit une chose une fois, quand on lui a demandé pourquoi il a fait 5 ans, et il a laissé le pouvoir, il a dit, la meilleure façon de gouverner, c'est de rester en back-office, qu'on fasse ce que vous voulez. Et Nelson Mandela est resté en back-office, mais on ne l'a pas oublié. Et on lui demandait des conseils. Donc quand on est vieux, quand on a un certain âge, il faut rester un conseiller. On fait ce que vous voulez. Mais si vous voulez toujours rester en front office, vous devenez ridicule. La prochaine image, un autre combattant de liberté, qui a une fin qui n'est pas... Oui, ça c'est un très très grand combattant. J'ai salué son départ parce qu'il ne fallait pas qu'il soit destitué. Et Robert Mugabe. Robert Mugabe, c'est un grand homme. En dépit de tout, hein? Oui, en dépit de tout. Parce qu'en fait, vous savez, quand vous avez fait du travail, du bon travail... Il a fait 37 ans au pouvoir, hein? Sans partage, hein? Oui, sans partage, mais il a fait du travail. Il avait peur qu'après lui, qu'est-ce que le Zimbabwe allait devenir. Je pense que c'est pour ça qu'il pensait qu'il fallait qu'il reste là, Même dans votre famille, hein, quand vous avez bien bâti votre famille, et quand on dit que bientôt vous allez mourir là, où les gens restent les yeux ouverts, que mais si je meurs maintenant, tout ce que j'ai fait, moi je pense que c'est pour ça que tenait très le Mugabe à cœur. La prochaine image. Alors, si je regarde très bien, c'est vrai que l'image est très petite. Il semblerait que c'est Joël Nana, le directeur général de NEO. Il me semble que c'est bien lui. Vous avez de bons rapports avec, j'allais dire, votre directeur général? J'ai de bons rapports avec tout le monde partout où je suis. S'il suit l'émission, salut coach. Prochaine image, s'il vous plaît, là, à la réalisation, une prochaine image. Alors, c'est un peu distant. Je dirais Ekwambarga, qui vous a quasiment refusé de tenir un meeting. Le sous-préfet de Douala-Premier. L'ex-sous-préfet. L'ex-sous-préfet de Douala. Vous dites quand même bonjour. Et c'est un monsieur très fin. Très fin. Et sincèrement, c'est pas parce que c'est un sous-préfet, c'est pas parce qu'il m'a refusé des autorisations, mais il est un très bon administrateur civil. Très bien. Il m'a dit une chose, il m'a dit, président, je suis un petit sous-préfet comme ça. C'était tout dire. Ça veut dire que ça ne manait pas de lui. Très il bien. exécutait les autres. Très bien. Prochaine image. Ça, c'est le camarade de Kananissé. Je suis flatté de savoir que vous l'appelez toujours camarade. Mais c'est mon camarade. Alors que tout à l'heure, vous n'étiez pas très tendre, hein, à l'endroit de ce dernier. C'est ça le manidem. Si vous assistez à nos réunions, c'est de la bagarre verbale. C'est de la bagarre. Mais lui reste mon camarade, même comme lui m'appelle M. Yebga. Mais moi, je sais que lui, c'est mon camarade. Vous vous saluez quand vous vous rencontrez? On s'est rencontrés pour la dernière fois. Vous pouvez être dans une pièce isolée comme ça, sans qu'il n'y ait pas d'effusion de sang? On s'est rencontrés pour la dernière fois au bureau du préfet de Vouri. Ah oui, c'est la dernière fois. C'est difficile, hein? J'aimerais qu'on sorte rapidement de notre phase d'échange ce soir avec une question. Je vous ai vu durant toute cette émission avec une canne. Je sais que M. Dieudonné Yebga n'est pas estropié. J'allais justement vous poser la question de savoir, vous marchez désormais avec cette canne. C'est un attribut de chefferie? C'est une prescription médicale? Alors, ce n'est pas seulement une canne. Il y a une baguette. Il y a des colliers. Il y a une calotte. C'est pas tout. Donc, tout ça, c'est des attributs d'un bombok. Je suis dans un bombok. Et un bombok, c'est le gardien de la tradition du peuple Bassa. Voilà.
Monsieur Dieudonné Yebga, merci d'être venu dans le cadre de cette livraison d'un fauteuil pour vous sur les antennes de la télévision du monde. J'allais dire Bombok Dieudonné Yebga. Je rappelle que vous êtes le président du MANIDEM, le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Vous êtes cadre d'entreprise, faut-il également le signaler. Vous êtes expert également des questions ou alors des systèmes informatiques, entre autres. Vraiment, 1000 fois merci d'avoir accepté l'invitation d'un fauteuil pour vous ce mardi. C'est un plaisir d'être pour la première fois à cette émission. C'est vrai qu'à LTM, j'ai souvent fait des émissions, mais c'était une première. Et j'ai été très très flatté parce que le décor a même changé. Et on sent que LTM monte en puissance, surtout que LTM est dans le canal SAT. Très bien, c'est normal, c'est la télévision du monde, donc on a également des impératifs de qualité. 1000 fois merci d'avoir suivi cette édition d'un fauteuil pour vous. Bonne soirée à tous et à très prochainement. Au revoir.